Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vous dirais, c'est un peu dans le même concept que qu'est-ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire que je vais prendre des mythes, mais aujourd'hui on va faire un peu différent, je vais utiliser différentes peurs, parce qu'en fait, j'ai été inspiré de cette publication-là sur X, dans lequel la personne mentionne « On vient de se faire lancer un FUD de MicroStrategy, de Tether, de même la Chine qui banne le Bitcoin ». Et puis je trouvais ça assez intéressant parce que lorsqu'on a été longtemps en crypto-monnaie, ben souvent on réalise qu'il y a certains types de peurs ou du moins certaines sources de peurs qui reviennent souvent. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment aborder avec vous un peu les types de peurs qui sont très populaires dans Bitcoin, différentes axes aussi qu'elles sont arrivées. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de concepts qui reviennent, je vous dirais, à travers les différents cycles. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, mon but c'était vraiment avec vous d'aborder les différentes peurs souvent qu'on va attribuer à Bitcoin ou au marché des crypto-monnaies en général. Et puis vous donner mon point de vue face à ces types de peurs-là, puis aussi vous donner une certaine nuance pour mieux les comprendre et peut-être même réaliser que certaines peurs ne sont pas toujours fondées. Donc pour débuter rapidement, je pense que ça peut être intéressant de vous conter un peu une histoire que de mon passé en fait quand moi j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin. Puis je vous dirais c'était dans les années environ 2016. Et puis justement, quand je vous parle de peur, de la peur sur le réseau Bitcoin ou à propos de Bitcoin, on en a toujours eu qui a été véhiculé dans les nouvelles, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, peu importe. Il y en a toujours eu. Je peux débuter par exemple par une qui était très populaire lorsque je débutais, c'était qu'en fait, Bitcoin était utilisé seulement pour vendre de la drogue, pour les criminels, pour blanchir de l'argent. Donc je pense que ce narratif-là est beaucoup né de son utilisation sur la place de marché qui permettait de transiger un peu tout ce qu'on voulait à l'aide de Bitcoin. Et puis là, par défaut, ça a commencé à transiger de la drogue et des trucs un peu plus illicites. C'est pour ça que ça l'a mené à l'arrestation de son fondateur, Russell Bridge. Mais ultimement, il a été pardonné récemment par Donald Trump parce que ça a été reconnu comme quoi que Russ, ultimement, ce qu'il a créé, c'était simplement une plateforme de commerce. Ce n'était pas lui qui vendait la drogue. Donc, c'est pour ça qu'il a été pardonné. Donc, c'est un sujet qui est débattable, mais ici, je trouve ça juste intéressant de voir que, vraiment, moi, quand j'ai débuté à m'intéresser à Bitcoin, le narratif était que c'était quelque chose qui était utilisé, par exemple, pour les vendeurs de drogue. Il y avait beaucoup un narratif qui pesait très lourd contre ça, sur la censure, justement, de Bitcoin, parce que ça sert à rien, sauf pour les criminels. Donc ça, je dirais, c'était beaucoup le narratif de peur qui pesait. Mais d'un point de vue plus technique, il y avait des éléments aussi techniques qui étaient très, très, très lourds sur le réseau. Par exemple, on avait tout ce qui s'appelait la Block Size War entre 2015 et 2017. Et puis ça, je vous dirais quand, par exemple, les gens parlent que est-ce que Bitcoin peut être pris d'assaut par certains individus, peut être contrôlé? Ben, je vous dirais ça a été la vraie essai. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on a réussi à rester sur un format qui était sur les petits blocs, qui selon les Bitcoiners encourage la décentralisation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ultimement, quand on parle de peur de prise de réseau, je pense qu'entre 2015 et 2017, ça a probablement été un des moments les plus critiques que Bitcoin a vécu. Et puis, comme j'ai mentionné, on s'en est bien sorti. Donc, ce que je veux dire, c'est que de la peur, on en a toujours eu. Puis même un qui revenait beaucoup très souvent, puis que là, c'est drôle parce qu'on les voit changer leur veste de côté. Ben, c'est en fait toutes les grandes institutions, par exemple Vanguard, BlackRock. Je m'en rappelle en 2016, par exemple, il y avait un directeur d'une certaine grande banque qui allait dire « Ah, Bitcoin, c'est le futur, c'est vraiment excellent. » On voyait Bitcoin exploser. Après ça, on voyait un autre banquier, comme par exemple, justement, le directeur de Vanguard, qui disait « Non, nous, c'est impossible, on va jamais offrir ça à nos clients, ça vaut rien. » Et puis là, on voit récemment, ils viennent de donner accès à leurs cinquantaine de millions de clients à des ETF d'actifs digitaux, dont les ETF Bitcoin et des ETF sur les altcoins en plus. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir, je vous dirais, le tout débouler. Mais c'est tout ça pour dire qu'on dirait qu'à travers les années, du moins moi, quand j'ai débuté, on voyait qu'il y avait des gros narratifs anti-Bitcoin, puis ça allait vraiment dans des lois qu'on pourrait dire que ça aurait pu vraiment casser Bitcoin. Dans le sens que quand on dit que le Bitcoin est seulement utilisé pour le terrorisme et pour les vendeurs de drogue, ben on comprend qu'une chance que Bitcoin n'est pas arrêtable et puis qu'il est décentralisé et puis que on pourrait dire qu'il a été utilisable à travers le monde parce que si ça aurait été une technologie qui aurait été beaucoup plus centralisée, ça ferait longtemps qu'elle aurait été mise à l'arrêt, là. Ça, c'est certain. Puis ça, c'est un concept que j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est que Bitcoin, on a beau avoir des opinions contre, on a beau avoir des lois contre, on a beau, comment je pourrais dire, essayer de l'empêcher, mais puisque sa nature est décentralisée puis qu'il est utilisé d'une manière globale, c'est en fait impossible à arrêter. La seule manière que ça arrête, ce serait vraiment que le système défaille, mais à cause de sa nature open source, à cause de son algorithme qui peut être surveillé, à cause justement de tous les débats qui se passent autour de Bitcoin, comme par exemple le débat Core et Knot, ben on voit que c'est un protocole qui est encore très en vie et qui est vraiment en santé. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'ici, c'est pour ça qu'on voit le fameux changement, c'est que la confiance par les grands joueurs commence à changer, mais il reste que ça, je vous dirais, c'est le classique qu'on a vu durant des années, des nouvelles par exemple de peur de certains dirigeants de banque, puis encore aujourd'hui, il y a quelques mois, ou je vous dirais quelques semaines, on voit encore certains dirigeants qui se prononcent, puis peut-être que là, ça a changé
à certains dirigeants de pays, par exemple. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit, par exemple, récemment, c'est la Chine qui disent que là, ils veulent vraiment réglementer tout ce qui est stablecoin. On parle aussi de Bitcoin encore une fois. Mais en fait, je vous dirais ici, je crois qu'il faut voir la nouvelle en deux éléments. Donc, le premier élément, si on parle par exemple de vraiment réguler tout ce qui est les stablecoins, ben ça c'est très comprenable parce qu'on le sait, les stablecoins, c'est des proxys aux devises fiduciaires. Donc si un stablecoin est utilisé sur le marché décentralisé, par défaut, on crée une demande pour notre dollar fiduciaire. Donc ici, la Chine réalise qu'ils ne veulent pas que le USD soit le seul dollar utilisé par exemple comme devise dans le monde décentralisé. Donc sûrement qu'ils vont vouloir se positionner pour pouvoir apporter leur propre dollar digital puis créer une certaine demande. Donc ça va passer sûrement par des règles un peu protectionnistes de vouloir réglementer le tout. Mais la beauté du monde décentralisé, c'est que ils ont beau réglementer le tout en Chine, mais le monde, c'est un marché libre, et puis les gens utiliseront le dollar ou la devise qu'ils désirent. Et puis après ça, si on prend la nouvelle sur un deuxième point de vue, qu'on regarde par exemple les tentatives de réglementation de la Chine d'une manière historique, je vous dirais en général, peu importe les phases de marché, peu importe ce qu'on est, on a toujours eu des nouvelles à propos de la Chine, par exemple, qui allait bannir les mineurs, qui allait bannir l'utilisation de Bitcoin. Historiquement, je vous dirais, c'est quasiment une blague, dans le sens qu'on voit la Chine qui essaie de contrôler, mais en soi, à la fin de la journée, ça fait ce que ça fait. Bitcoin continue à vivre, et puis il y a un dire qui dit TikTok, TikTok, next block, dans le sens que peu importe ce qui arrive autour de Bitcoin, tant et aussi longtemps que le protocole fonctionne, les transactions vont s'envoyer, les gens vont être capables de faire des transactions et utiliser le protocole. Donc, ça, c'est vraiment, je vous dirais que la Chine essaie de bannir Bitcoin, c'est presque rendu une blague. Pour moi, je trouve ça juste intéressant de voir ce phénomène-là. Et puis, comme je disais, moi, de mon point de vue, c'est pas nécessairement négatif. C'est juste qu'on comprend maintenant l'importance de ces devises-là. On comprend l'importance de l'industrie. Donc, on veut se positionner. Oui, on utilise encore des manières que je pourrais dire vieux jeux, qui essaient de contrôler plutôt que juste de s'imposer dans le marché. Mais ça ici, c'est leur manière de faire. Donc, je vous dirais ça, c'est à suivre. Un autre, je vous dirais, peur de marché qui revient à travers les cycles puis qui est quasiment rendu une blague. En fait, c'est les peurs entourant l'entreprise Tether. Et puis, je vous dirais, ici, dans le début, je peux comprendre pourquoi il y a certaines peurs. L'industrie était pas très prouvée. Il y avait aussi des côtés régulatoires qui étaient vraiment complexes dans le sens que c'était pas comme aujourd'hui où ce que l'industrie est vraiment avancée. On a des assurances, on a des audits. Je vous dirais, dans les débuts de Tether, je pouvais comprendre un peu la raison pourquoi les gens mettaient de la peur. Mais maintenant, c'est rendu l'entreprise qui est comme la plus rentable en termes de profit versus employés. Ils ont des trésoreries, par exemple, de bons du trésor qui dépassent les avoirs de certains pays. Tether s'est rendu vraiment gigantesque. Puis à chaque fois que les gens vont commencer à y donner une peur, mais c'est souvent pour des éléments qui ont pas vraiment de sens. Comme par exemple, là, récemment, la peur que les gens donnent, c'est que la fête des actifs de Tether, et puis par exemple, le nombre de dollars qui sont en circulation, en fait, ça balancerait pas si le prix descend. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que tous les dollars qui sont en circulation sont déjà adossés un à un, et puis la réserve qu'ils ont, c'est vraiment accumulé avec leur profit. Donc, ça n'a aucunement rapport. Et puis là, soudainement, les gens envoient un peu cette mauvaise information-là sur le marché, comme quoi que Tether pourrait faire défaut, et puis ça pourrait être un grand cataclysme. Mais en réalité, ce type de nouvelle-là fait vraiment aucun sens. Puis comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup et à maintes reprises. Puis je pouvais comprendre dans les débuts la peur émise sur Tether. Mais là, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, je peux comprendre que c'est important qu'ils aient leur audit, puis c'est vraiment important de les suivre dans leur stratégie. Mais de commencer à mettre de la peur sur Tether pour ces éléments-là, ça fait aucun sens. Puis j'irais même jusqu'à dire que si Tether fait défaut, par exemple, c'est aucunement lié à Bitcoin, dans un sens. Ça, c'est lié au monde des stablecoins. Puis je peux comprendre, les stablecoins sont une grande demande pour le domaine des cryptos, mais le 3/4 des bitcoins maximalistes pourraient vous dire, on s'en fout de Tether, parce que Tether, pour nous, c'est un dollar fiduciaire, puis on veut s'éloigner du dollar fiduciaire. Après ça, je comprends que c'est un outil qui est pratique, puis qu'il peut y avoir une certaine demande, mais je vais juste dire qu'ici, ultimement, oui, c'est vrai, c'est une peur pour le marché des crypto-monnaies. Oui, c'est vrai, ça pourrait faire mal à Bitcoin, entre guillemets. Mais en soi, Bitcoin a toujours survécu sans Tether. Et puis là, je vous dirais un peu du même genre à Tether, qui est un peu la nouvelle victime du nouveau système. Comme je disais ici, par exemple, dans le passé, je comprends pourquoi Tether était confirmé. Ici, je vous dirais, stratégie est maintenant un peu le nouveau modèle à attaquer. Je comprends pourquoi il est attaqué. Puis c'est vraiment correct. Mais là, les gens vont souvent utiliser, par exemple, certaines interprétations de dire ou certaines écritures de l'entreprise, comme quoi que ça pourrait être un problème à long terme pour Bitcoin. Ici, ce que je veux dire, c'est encore une fois, oui, c'est vrai, si stratégie, par exemple, s'écroule, c'est vrai que c'est pas bon pour Bitcoin, puis ça, faut pas méprendre mes mots, ça peut faire vraiment mal en termes de prix. Mais après ça, c'est un marché libre. Et puis, je vous dirais, je le vois un peu comme la nature. Si ce projet-là a à s'écrouler, il s'écroulera, pas de problème. Bitcoin va survivre quand même. Ça va être encore une fois un nouveau stress un peu sur Bitcoin et un test, mais en soi, si Bitcoin a à survivre, il va survivre. Et puis en soi, c'est pas parce qu'il y a des Bitcoins qui sont relâchés en termes de liquidité sur le protocole que ça met en danger le protocole. Donc encore une fois, oui, c'est vrai, il va y avoir une augmentation de l'offre sur, par exemple, le marché, mais à la fin de la journée, de commencer à assumer que MicroStrategy vont vendre tous leurs Bitcoins parce que soudainement,
leur valeur de leur capitalisation d'entreprise est inférieure, par exemple, à la valeur qu'ils ont en Bitcoin, ben c'est complètement faux. Au contraire, il y en a présentement qui vont utiliser ça pour faire de l'arbitrage. Et puis, je sais pas si vous voyez ici tous les takers qu'ils offrent. En fait, il faut le voir ici vraiment comme une certaine machine à engrenage où ce que, en fonction des différentes phases de marché, les investisseurs qui croient au modèle de stratégie peuvent venir prendre avantage en faisant de l'arbitrage à travers les différents produits. C'est un modèle qui est très complexe, puis je vais pas trop m'attarder à ça aujourd'hui, mais tout ça pour dire que de réduire au fait que présentement la valeur de la capitalisation d'entreprise est inférieure, par exemple, à la valeur qu'ils ont en Bitcoin, ben en fait, ça fait vraiment pas de sens. Donc moi, c'est vraiment, ici, je dis que oui, c'est correct. Faut les critiquer, faut les surveiller, faut vraiment porter attention. Mais ce que je vois ici, moi, par exemple, avec stratégie, c'est que c'est un peu l'équivalent de ce qu'on voyait avec Tether, dans le sens que les gens vont critiquer, vont donner des bonnes raisons, mais le temps va prouver leur efficacité. Et puis ici, de dire que, par exemple, le marché est en danger à cause de cet acteur-là, ben moi, pour moi, c'est aucunement le fait, parce que Bitcoin a survécu sans stratégie pour toujours. Oui, c'est vrai, ce type d'entreprise-là, c'est intéressant pour appliquer, par exemple, une certaine demande. Puis moi, je vous dirais l'élément que je trouve super intéressant de stratégie, c'est un peu le concept d'avoir un bon du trésor qui est adossé au Bitcoin sur le marché public. Mais en général, c'est des concepts. Donc, les concepts se font essayer et se prouvent à travers le temps, tout comme on a vu justement, par exemple, avec l'exemple de Tether. Donc, à suivre pour stratégie et Tether, mais moi, pour ma part, je crois que c'est toujours sain d'avoir un peu des mises en garde, mais après ça, il faut rester aussi factuel. Et puis, après ça, c'est sûr que si, par exemple, si on croit pas en stratégie, il y a personne qui nous oblige à s'y exposer, là. Faut juste comprendre que dans un marché, c'est nous qui décidons à quoi qu'on s'expose au type de risque. Puis ici, si on considère que stratégie est un risque, pas de problème. On n'est pas obligé de s'exposer, par exemple, à son action. Puis si on est convaincu puis qu'on a des convictions solides que c'est un énorme risque, ben, vous pouvez même prendre des positions short dessus. Mais moi, c'est pas quelque chose que je fais puisque je suis pas un trader. Et puis, rapidement, pour finir un peu, je vous dirais la section des peurs qu'on a récemment puis qui reviennent, je vous dirais, sur différents visages à travers les cycles. Ben, il y a un concept qui revient souvent, c'est un peu les affiliés ou les gens autour du Bitcoin. Donc, je vous dirais une nouvelle qui vient d'arriver, puis ça, j'ai trouvé ça assez drôle quand c'est arrivé, que comme quoi de l'argent, par exemple, de Jeffrey Epstein aurait financé le développement de Bitcoin à travers Bitcoin Core. Mais là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, Jeffrey Epstein finançait le MIT, qui est une université aux États-Unis. Cette université-là est reconnue pour ses programmes technologiques, donc par défaut, oui, ils font des recherches sur Bitcoin et le protocole Bitcoin, puisque c'est la nouvelle technologie émergente. Mais ici, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que les gens sont choqués que Jeffrey Epstein aurait financé Bitcoin, mais sont pas choqués que Jeffrey Epstein finançait le MIT et doit financer beaucoup d'universités à travers les États-Unis. Donc ça m'a juste jeté en bas de ma chaise. Je me disais, ok, ça c'est vraiment le pinacle de quand on essaie de tourner une nouvelle pour pouvoir accuser et mettre de la peur sur Bitcoin, parce que ça fait aucun sens. Puis oui, je comprends qu'il y a peut-être de l'argent de Jeffrey Epstein qui s'est retrouvé à financer des développeurs dans Bitcoin Core, par exemple. Mais à la fin de la journée, n'importe qui peut financer n'importe qui pour développer sur Bitcoin. Je vous dirais, ça a aucunement rapport à Jeffrey Epstein. Puis ici, la réalité, c'est qu'on le sait, c'est vraiment une université qui est reconnue pour tout ce qui est technologie aux États-Unis. Donc si cette université-là se penchait même pas sur Bitcoin et la recherche de Bitcoin à cette époque-là, ben, je suis désolé à dire, mais c'est pas une bonne université. Donc ça a aucunement rapport. Puis après ça, on a le deuxième point ici, puis ça, j'ai quand même trouvé ça très drôle, c'est Tucker Carlson qui avait parlé comme quoi que il croit que la CIA est derrière Bitcoin. Mais moi, ça, je trouve ça intéressant, cet argument-là, puis je vous dirais, nous, on le résume vraiment d'une manière simple en tant que Bitcoiner, c'est que premièrement, ben, tout est vérifiable. Le code est transparent, donc on peut aller voir, par exemple, un peu s'il y aurait des dangers ou des backdoors dans le code. C'est probablement un des codes qui est le plus audité au monde Bitcoin. Donc, en soi, que ce soit la CIA, que ce soit Satoshi Nakamoto, que ce soit moi qui l'ai développé ou que ce soit n'importe qui, en fait, tout le monde peut voir le code et vraiment savoir qu'est-ce qui va arriver. Et puis ça, je vous dirais, ça fait des années que Bitcoin est prouvé qu'il fonctionne bien. Donc ça, on commence à avoir de la confiance envers le réseau, c'est bon. Mais après ça, de commencer à dire que la CIA est derrière Bitcoin, ben moi, je trouve que c'est pas logique parce que, premièrement, de un, assumer que le gouvernement est toujours responsable des plus grands développements, ben je suis désolé, mais moi, de mon vivant, on dirait j'ai vu tout le contraire. Tout ce que j'ai vu qui a été développé par les gouvernements, ça a toujours été médiocre. Donc de voir, par exemple, une technologie comme Bitcoin, qui n'a pas été abusée par un gouvernement central encore, puis qui est vraiment fait d'une manière que c'est décentralisé, puis que même ça vient enlever, par exemple, du pouvoir des banques centrales des gouvernements, ben on dirait que, je me dis que ça fait pas de sens que ça soit fait par la CIA, à moins qu'il y ait vraiment un plan beaucoup plus obscur, grandiose. Mais encore une fois, je trouve qu'ici, ça donne beaucoup trop de crédit aux instances gouvernementales. Parce que, personnellement, ce que je vois actuellement, c'est que, au contraire, quand on regarde l'histoire, puis comme je dis, toutes les campagnes de peur qu'on a vues à travers le monde, ou les campagnes de prise de possession de réseau, ou peu importe, l'historique des bitcoins en général, ben on se rend compte que si ça aurait été un projet de la CIA, il l'aurait pas eu autant difficile. Puis moi, je me dis d'une manière aussi simple, ça fait longtemps que ça aurait été abusé pour leur propre agenda. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Silk Road.
pourquoi Russell Bridge n'a pas été attrapé justement à cause de ses transactions Bitcoin, mais que ça a été plutôt attrapé à cause de des échanges avec des agents infiltrés, etc. Mais c'est justement parce que c'est pas un outil de la CIA, puis on peut le pousser plus loin, par exemple avec les terroristes, etc., aller geler des fonds. Donc ce que je veux dire, c'est quand on regarde les propriétés de Bitcoin en général, ben si c'est la CIA qui l'ont créé, ben c'est que ça ferait quasiment pas de sens parce qu'ils se sont donné aucun pouvoir dessus. Puis moi je le ramène au principe plus simple que le protocole aurait déjà été abusé pour leur propre intérêt. Puis ça pourrait être dans vraiment divers contextes. Donc ça, je vous dirais, c'est plutôt à cause du côté de la vérification du code et puis que ça a été jamais abusé d'un point de vue, on pourrait dire, par un gouvernement central. C'est pour ça ici que ça me rassure dans ma thèse. Puis après ça, on peut également ajouter, par exemple, une couche qui est un peu un classique, justement, qui fait peut-être vivre ce mythe-là aussi. Puis c'est le côté justement de Satoshi Nakamoto. Et puis je vous dirais les spéculations de justement savoir qui est Satoshi Nakamoto, est-ce que c'est la CIA qui l'a créé, est-ce que c'est tel autre gouvernement, peu importe. Ben ça vient beaucoup du fait qu'on sait pas c'est qui Satoshi Nakamoto. Puis ça pour moi c'est pas vraiment une peur parce qu'il y a deux éléments que je pense qui ressemble beaucoup à pourquoi la CIA, en fait, n'a pas créé Bitcoin, c'est que un humain normal, je dirais, qui était, par exemple, orienté pour pouvoir se créer une richesse personnelle puis vraiment créer quelque chose qui était pour lui, pour créer quelque chose d'égocentrique, n'aurait pas fait ce que Satoshi Nakamoto a fait de la manière qu'il l'a fait. Et puis ça, je le crois aussi que si on veut se dire que c'est une organisation qui l'ont fait, ben, ils l'auraient pas fait pour leur propre intérêt. Ils l'ont vraiment fait pour un intérêt global. Parce que quand on regarde, par exemple, les différentes, un peu, game théorie de Satoshi Nakamoto, ben une qui frappe aux yeux, c'est justement les 1 million de bitcoins qui sont dans un portefeuille qui n'ont jamais bougé. Donc ça peut, je pourrais dire, attribuer une certaine peur ou une certaine confiance. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on se dit que n'importe quel humain qui aurait eu accès à ce capital-là n'en aurait probablement déjà abusé beaucoup avant si son but avait été de l'abuser. Alors que si son but c'était vraiment d'être anonyme, d'avoir aucune gloire et seulement de proposer un système alternatif qui fonctionne et puis pouvoir partir et que ce système-là fonctionne sans lui en preuve de bonne fonction du système, mais c'était la meilleure chose à faire. Parce que ça a été prouvé avec leur propre ou son propre capital, et puis c'est fait d'une manière qu'on pourrait dire qui est très orientée avec les participants du réseau. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça serait grave si Satoshi Nakamoto reviendrait maintenant? Est-ce que, par exemple, ça pourrait mettre en danger le réseau, la réserve, quoi que ce soit? Ben, d'un point de vue réserve, 1 million de plus de Bitcoin disponibles sur le marché. Oui, c'est vrai, ça peut avoir un effet sur le prix, ça peut avoir un effet un peu sur la confiance, etc. Mais à la fin de la journée, Bitcoin s'est prouvé pour être un système résilient. Il y a une demande qui est distribuée à travers le monde pour diverses raisons. Et puis, en soi, je me dis, moi, que si demain Satoshi Nakamoto vend ses Bitcoins, ben, les Bitcoins vont être achetés, simplement. Et puis, d'un autre point de vue, ben, si Satoshi Nakamoto se fait dévoiler, par exemple, oui, c'est vrai, ça pourrait être peut-être dangereux pour sa sécurité personnelle, mais en soi, pour le réseau en soi, le réseau est tellement décentralisé, a tellement vécu sans lui, que je crois qu'on est rendu à un point que s'il se ferait dévoiler, ben, en fait, ça changerait plus rien. S'il aurait été dévoilé plus tôt, ben, je crois que ça aurait été utilisé surtout pour créer des campagnes de peur, ou encore pire, voire peut-être le tasser de la carte qui aurait pu apporter encore plus de peur, quoi que ce soit. Mais en soi, moi, de mon point de vue maintenant aujourd'hui, c'est que je me dis, c'est quoi le pire scénario? C'est qu'on ait 1 million de bitcoins de plus en circulation. Ok, il peut y avoir de l'achat. Que ça brise la confiance du réseau? Je crois pas. Après ça, ce qui pourrait être vraiment négatif, par exemple, ce serait de ramener ça à un point central d'un individu qui, un peu, décide. Parce que là, les gens ils vont vouloir dire à Satoshi Nakamoto, OK, mais qu'est-ce que tu penses des filtres dans Bitcoin? Puis là, lui, il va donner son opinion. Puis là, tout le monde va croire que c'est l'opinion à avoir. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est que quand on regarde un peu les game théories que Satoshi Nakamoto a fait et les traces qu'il a laissées, ben, on se dit que c'était vraiment une organisation ou une personne qui avait un but. Et son but, c'était simplement de proposer un système alternatif financier. Il l'a proposé. Il a réussi. Mais pour lui, son but, ce n'était pas d'en abuser. C'était de proposer le système. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que je crois que l'humain, on n'est pas habitué de voir parce qu'on est habitué de voir des gens qui veulent abuser des systèmes. Et puis on se cherche justement comment que Satoshi Nakamoto pourrait abuser du système. Mais selon moi, selon la game théorie que je connais, puis un peu, on peut voir après comment différents acteurs ont interagi dans le domaine des crypto-monnaies. Ben, on se réalise souvent que les gens qui sont, comment je pourrais dire, là pour les mauvaises raisons, ben, ils sont pas autant durables et puis ils auraient abusé du système il y a très longtemps. Et puis maintenant, pour finir, en fait, je vous dirais un des peurs aussi de marché qui est assez classique puis qui pour moi qui est très malheureux, mais c'est tout ce qui est guerre. Je vous dirais en général la guerre, le marché aime plus ou moins ça parce que ça apporte beaucoup de la tension internationale, ça apporte beaucoup d'incertitude. Donc le marché en général n'aime pas l'incertitude. Sauf que ici, par exemple, je mets l'exemple du Venezuela. Parce que c'est quelque chose que j'ai parlé dans mon vidéo de pourquoi je suis un Bitcoin maximaliste. Mais souvent, on va réaliser que les guerres sont principalement utilisées pour établir une certaine dominance des dollars fiduciaires pour augmenter leur demande. Puis là, on peut lire un peu entre les lignes, puis on réalise que le Venezuela, en fait, ont une très grande réserve de pétrole. Et puis c'est drôle, les États-Unis
vont aller leur apprendre à être une bonne démocratie en leur proposant un nouveau dirigeant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, on voit carrément le playbook se jouer. C'est que lorsqu'on rejette le dollar américain, lorsqu'on est contre le dollar américain, ben on se fait vite apprendre un peu quoi, faut être ses alliés, puis faut commercer parce que la demande pour le dollar américain est importante. Puis ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je trouve triste ici, c'est que justement, c'est ça le but de Bitcoin. Puis on voit un peu le playbook avec le Salvador, puis c'est exactement ça qu'ils font. C'est que le Salvador, ils ont réalisé que si ils utilisent un dollar de leur pays, puis qu'ils veulent commercer contre les États-Unis, ils sont désavantagés, de un. Après ça, ils ont réalisé que si on joue le jeu contre les États-Unis, il y a un jour où on va se faire dire « tu joues avec nous ». Donc, on est mieux d'utiliser ce dollar-là pour le commerce international, c'est beaucoup plus facile. Mais après ça, faut pas s'adosser notre futur de notre pays à eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Bitcoin pour faire des économies, puis Bitcoin, je vais pouvoir l'utiliser pour l'échanger contre n'importe quelle devise ou contre des gens qui désirent commercer avec moi en Bitcoin. Mais au moins, ma devise de base, c'est en dollars américains. Donc, ce qui arrive, c'est que je donne un peu le pouvoir de la demande du dollar américain au grand cartel pour tout ce qui est justement les prêts avec l'IMF, ces choses-là. Tout le monde est content. Mais mon épargne, je la fais en Bitcoin pour me donner du pouvoir sur le futur. Puis ce que je veux dire ici, c'est que on voit exactement ça qui arrive présentement avec le Venezuela. On rentre en guerre avec eux à cause des cartels, à cause de tout ce qui est dangereux au Venezuela. Mais la réalité, on peut se dire que c'est en plus une motivation politique et économique que vraiment la sécurité. Puis moi, c'est ça qui me désole, c'est que pour justifier la demande d'un dollar, on est prêt à faire des trucs qui sont cruels. Alors que quand on regarde ça d'un point de vue d'un standard Bitcoin, ces types de guerres-là ne font aucun sens. Parce qu'en fait, on va utiliser la même devise pour commercer, qui est le Bitcoin. Et puis rendu là, oui, ben, s'ils veulent aller prendre le territoire, ben là, c'est beaucoup plus brutal. Mais là, c'est pas juste une question de politique et de devise. C'est vraiment une question d'aller prendre un territoire. Donc ça ici, c'est vraiment un autre sujet. Je suis pas un spécialiste de guerre internationale, mais c'est juste que souvent, je vois la plupart des guerres sont vraiment motivées par l'utilisation du dollar pour, par exemple, le pétrole, pour le système. Donc, c'est là où que des fois, ça m'accroche un peu. Ici, je voulais vraiment finir un peu la conclusion parce que je trouvais que cette publication-là était très descriptive un peu du sentiment que parfois on peut avoir lorsque les choses deviennent tendues, on sent une pression, toutes les nouvelles sont mauvaises. Mais en fait, s'il y en avait d'entre vous qui étaient là, par exemple en 2022, ben ça m'a fait rire parce que c'était vraiment vrai. En fait, quand on est arrivé en 2022 dans le bas du marché, je vous dirais c'était comme tous les types de peurs qu'on avait. On avait par exemple des grands fonds qui fermaient, on avait le plus gros échangeur américain qui fermait qu'on croyait qui était bien lié avec les régulateurs. On avait par exemple plusieurs plateformes de prêts. Ici par exemple, il dit BlockFi, mais il y avait également Celsius. Je veux dire, tout s'écroulait en même temps. Puis le pire, je pense, c'est qu'il y avait même des banques aussi qui étaient beaucoup impliquées dans le monde Web3, soit pour détenir des fonds d'entreprise ou même avec des investisseurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment une opération choke point qui a été appelée, autant d'un point de vue des régulateurs que vraiment toutes les pressions sur l'industrie étaient mises. Et puis c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que présentement, on voit, oui, on a de la peur, oui, on a de l'incertitude, mais c'est complètement tout l'autre contexte, dans le sens que d'un point de vue régulation, on est beaucoup plus avancé. Les grandes entreprises comme par exemple Coinbase, contrairement justement à FTX, ben ils ont tous des gros rapports publics parce qu'ils sont rendus les plus grands détenteurs de Bitcoin pour les institutions. Puis personne veut revivre ce type d'incident-là. Et puis en plus, ben on a tout un contexte présidentiel, un contexte régulatoire par la plus grande puissance économique mondiale qui se positionne. Mais quand aussi on regarde le paysage global, par exemple du monde entier, on réalise que c'est pas juste les États-Unis qui prennent un certain tournant vers ça. Mais ici, mon point, c'est juste vraiment de mettre une vidéo qui vous rappelle que parfois, oui, il y a beaucoup de bruit, oui, il y a beaucoup de peur, mais je crois que vraiment l'élément que je veux tirer ici, c'est qu'en général, si on achète lorsque quelqu'un ou quelque chose nous dit d'acheter, et puis si on vend lorsque quelqu'un ou quelque chose nous dit de vendre, mais c'est souvent de mauvaise augure. Je crois qu'il faut vraiment avoir une thèse avec nos convictions à nous qui sont établies en fonction de nos connaissances, mais après ça, de vraiment se laisser influencer, par exemple, par des figures d'autorité, comme par exemple Vanguard, qui il y a quelques années, il disait « Jamais on va offrir quoi que ce soit de crypto à nos clients », qui aujourd'hui permet à leurs clients d'investir dans des produits, justement, dans des ETF de crypto. Ben, il faut réaliser que la conviction ne doit surtout pas venir de ces types d'individus. C'est nous qu'il faut créer nos propres convictions. Donc c'est vraiment pour ça ici, je voulais vous faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que je sais qu'on est dans un moment où ce que le marché est peut-être un peu plus difficile, que ça peut tester nos convictions, mais je crois que c'est un bel exercice de voir un peu les peurs qui reviennent à travers le temps et puis qui en soi, souvent, ben oui c'est vrai, c'est des peurs qui peuvent mettre une incertitude, mais à la fin de la journée, je pourrais dire que Bitcoin est un peu au-dessus de ça et souvent a été créé pour ces peurs-là comme étant une solution. Donc sur ça, j'espère que vous avez appris. N'hésitez pas si vous avez des questions de les mettre en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.